si on veut pouvoir 5 sièges, et on fait l'attribution, et c'est seulement 3 sièges qui sont pourvus, il reste 2 sièges à pourvoir. Et le code électoral dit sur ce point que s'agissant des élections électorales, lorsqu'on fait la répartition des sièges et qu'il reste encore des sièges à pourvoir, il faut se baser sur le plus fort reste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque on veut pourvoir aux 2 sièges qui restent, le calcul se fait, on prend tout simplement en compte les voix inutilisées, c'est-à-dire les voix qui ne sont pas inutilisées. Et parmi les voix qui ne sont pas inutilisées, par ordre décroissant, on attribue les sièges. Donc finalement, qu'est-ce que je veux dire? C'est un mode de scrutin qui favorise les petits partis. Donc ça veut dire qu'au finish, si on fait la répartition par quota, par quotient électoral, pardon, et qu'il y a encore des sièges à pourvoir, s'il y a un petit parti qui n'a pas eu de siège, mais il a une voix inutilisée qui est élevée, il prend un siège. Après, on voit encore quel est le parti qui n'a pas eu de siège, mais qui a une voix, beaucoup de voix inutilisées, on lui attribue encore un siège. D'accord. Alors, pasteur Abou Davi, vous êtes, comme je le disais, expert en finances locales. On sait que dans le cadre des communes, le ministère en charge de la décentralisation est beaucoup plus regardant sur la gestion des fonds. Alors, dans le cadre des élections régionales, est-ce que ce sera le même chemin? En réalité, je remercie mon frère qui vient de développer ce qui en est pour le choix, comment il faut choisir ses conseillers et ses municipaux comme au niveau municipal ou au niveau régional. Mais ce que je dois dire, le ministère de l'administration territoriale est ce ministère qui est le ministère de tutelle de ces collectivités. Étant ministère de tutelle, nous savons qu'aujourd'hui, tous les ministères sont devenus des ordonnateurs de leur budget. Raison pour laquelle il faut suivre cette gestion-là d'une manière ou d'une autre. C'est dans ce contexte-là que, au niveau des régions, c'est la même chose. Maintenant, c'est sur le plan compétences. Comment les compétences seront dévolues ou attribuées ou partagées. C'est dans ce sens-là que nous pourrons voir comment le mécanisme se fait. Alors maintenant, comment se fera la mobilisation des fonds pour les mairies et les régions? Pour la mobilisation des fonds, vous savez, le budget retrace déjà tout. Que ce soit au niveau central, parce que le niveau central va faire ce qu'on appelle quand on fait délégation de compétences, les compétences sont là, il faut accompagner. Mais cet accompagnement ne sera pas perpétuel. Quand on parle de régions, quand on parle des communes, les communes doivent faire tout et tout pour devenir réellement compétents, faire augmenter leurs compétences propres. Puisque ce sont des termes également que les électeurs doivent normalement comprendre. Raison pour laquelle souvent nous, étant formateurs en la matière, on est beaucoup plus regardant sur la compétence des gens qui doivent être élus. Et s'ils seront capables de délibérer conformément à tous les domaines d'activité qui sont les domaines d'activité stratégiques de la région, c'est cette question qu'on se pose. Raison pour laquelle au niveau du niveau central, il y a déjà un décret qui est là pour la répartition des fonds, le décret FACT qui est là, et une commission, un organe est déjà là pour ça. Pour ça, il n'y a pas à s'inquiéter. Docteur Junior Kodo, quand aujourd'hui certaines personnes pensent que nous ne sommes pas encore dans la décentralisation, mais on fait de la déconcentration, vous répondez quoi? Alors, la décentralisation en marche. La déconcentration, c'est tout simplement le même... Enfin, il y a un auteur français qui dit c'est le même marteau qui frappe, mais on raccourcit le manche. C'est tout simplement des représentants de l'État au niveau local. D'accord? Mais la décentralisation, comme vient de le dire mon collègue, c'est
juste des collectivités qui sont autonomes financièrement et administrativement, d'accord, et qui, en principe, avec le temps, avec l'évolution, doivent s'affirmer de manière autonome sur le plan financier ou autre, et qui représentent les intérêts de la localité. Alors effectivement, ils ne sont pas indépendants. Autonomie ne veut pas dire indépendance. Il y a quand même un certain contrôle du pouvoir central. Mais l'autonomie, c'est dans la gestion, ne plus dépendre du pouvoir central. Alors que un service de l'État, une direction régionale, par exemple, c'est de la déconcentration. Et qui est sous la tutelle directe du ministère dédié ou de l'État. Alors, quand M. Agoudali parlait entre-temps de la compétence de ceux qui doivent être à la tête de ces régions, comment faire pour que les populations sachent que celui que je vais voter a cette compétence-là pour mieux gérer la région? Ça, c'est de la politique. Donc, c'est ceux qui veulent se faire élire qui doivent présenter un projet de société en fonction des réalités de la région. Et ils présentent, et ceux qui sont là disent, d'accord, avec ce projet, nous pensons que, au regard des besoins de notre localité, ce projet pourra permettre un développement conséquent. Et donc, c'est sur la base de ces projets-là on pourra, enfin, les gens de la localité pourront déterminer qui choisit et qui ne pas élire. Alors, quand vous jetez un regard critique sur ce qui se fait déjà au niveau des communes, est-ce que vous pensez que les conseillers ou bien les élus régionaux n'auront pas assez de soucis? Parce que c'est la première fois qu'on l'expérimente. Alors, souci, je ne crois pas. Toute chose commence quelque part. Il y a toujours un commencement. Comme on le dit dans la Bible, au commencement était la parole. Donc, il y a toujours un commencement. Et c'est vrai qu'au commencement de toute chose, il y a des erreurs de débutants. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas parce qu'il faut débuter qu'on doit avoir peur de jamais débuter. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même les communes qui ont déjà fait une expérience. Et je crois qu'avec ça, avec la mise en place des régions, avec la pratique, le moteur va prendre et on sera dans la décentralisation. Monsieur Agoudali, je sais que vous avez été associé à la formation de certains maires. Quand on vous demande aujourd'hui d'apprécier ce qui est fait jusqu'alors, est-ce qu'ils ont évolué? D'abord, il faut que je rebondisse un peu sur cette notion de décentralisation et déconcentration. Les deux sont des atouétiers. C'est des jumeaux. On ne peut pas faire décentralisation en oubliant correctement déconcentration. Parce que décentralisation, tout simplement, c'est que l'État a agi en tant qu'organe central. Dans tout ce que nous, depuis 1900, l'État a toujours agi de façon centrale pour venir même balayer, même devant la maison des gens, dans les petits villages. Bon, arrivé quelque part, il faut donner quand même cette compétence à chacun de s'occuper de sa maison, de balayer sa maison. Et dans ce contexte, on sait que vous n'avez pas tout, vous n'avez pas toutes les compétences. Alors, on met encore à votre disposition des organes déconcentrés qui doivent venir en appui à chaque fois que vous le demandez. Donc, c'est pour cela que lorsqu'on fait les formations, on met toujours les acteurs des deux ensemble. Il y a les acteurs de la déconcentration qui sont là, qui doivent connaître également les limites de leur action, et les acteurs de la décentralisation qui sont là, la main dans la chose, avec maintenant tout le reste des contrôles. Parce que 3 éléments sont très nécessaires à la matière. Parce que le problème de redevabilité, les déconcentrés sont redevables envers leur pouvoir central. Alors que les décentralisés sont redevables envers leur population qui les ont élus. Et c'est eux qui apprécient en termes d'usagers, en termes de contributeurs, c'est-à-dire celui qui paye les impôts, et en termes de usagers et citoyens. Donc, ensemble là, les comptes, la reddition des comptes regarde, cible ces éléments.
Et tant que ça cible ces éléments, le niveau actuel, nous, les difficultés qu'on a eues un peu sur le terrain, c'est qu'il y a, par exemple, des gens qui... on n'apprend pas, par exemple, à un crapaud d'aller sur un arbre. Tu vas lui apprendre ça, mais ce serait difficile que le crapaud atteigne l'arbre, le sommet. Donc, il y a ces phénomènes. C'est pour cela que, lorsqu'on parle, par exemple, de ces élections, lorsque c'est trop émaillé de politique, moi, personnellement, ma tête n'est pas en paix. Parce qu'il fallait mettre l'accent plus sur la compétence des gens qui doivent être là-bas. Un petit cas que je pourrais souligner, un maire qui, par exemple, réagit face à une taxe publicitaire, par exemple. Lorsque tu es église, tu es quoi que ce soit, tant que tu mets panneaux lumineux au bord de la grande route pour dire que ton église est là-bas, tu dois payer les taxes pour ça. Il n'y a pas de différence entre ça et le grand commerçant qui l'a mis là-bas. Parce que ces panneaux-là, c'est ça là qui est taxé. Ce n'est pas parce que tu es église ou parce que tu es une coopérative ou parce que l'activité que tu fais, ce n'est pas l'activité qui est... Et pour faire comprendre, par exemple, cela à ce maire, c'est difficile. c'est difficile que non, ça, on est en train de taxer l'église. On ne taxe pas l'église. Vous voyez? Donc, alors que c'est les taxes, les trucs là qui participent à la mobilisation des ressources financières pour la gestion de la commune. Donc, il y a cette difficulté. Docteur, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. On donne la possibilité aux auditeurs. Je ne partage pas tous les avis du grand frère parce qu'il dit que c'est sur la base des compétences qu'il faut élire l'argent. Là, on est dans l'électorat fonction, qui n'est pas trop démocratique. C'est-à-dire qu'on choisit les gens qui sont des élites, alors qu'ici, la vraie démocratie, c'est de donner l'opportunité à tout le monde. Ouais. C'est ça, en fait. Parce que quand vous dites qu'il faut choisir des gens compétents, là, il y a problème. Je comprends l'idée. Non, je cible le parti. C'est-à-dire le parti qui présente, par exemple, des gens. Il faut présenter des gens qui soient en même capables de le faire. On ne le refuse pas. Je vois. Donc, là, merci pour cette précision. Et puis, en disant que le crapaud, en lui, la manière de sauter, c'est inné en lui. Non, c'est juste pour rire. Vous savez, toute chose, ça amène à penser. Quand c'est le début, il y a des craintes et tout. Moi, je crois que c'est une expérience qu'on doit faire. Il faut laisser un peu l'opportunité. Faisons la pratique et au fur et à mesure, ça peut être corrigé. 91 09 71 72 ou le 96 61 58 58. Vos questions et vos avis nous intéressent après la pause. Donc, on peut parler. Vous faites des formations, c'est ça? Si. C'est nous qui avons fait 2016, 2017, 2018, qui avons essayé de faire les formations aux acteurs des collectivités territoriales avant qu'on ne fasse les élections en 2019. Surtout le financement. Moi, je suis expert finance locale. J'ai passé tout mon temps au contrôle financier. 34 ans maintenant, je suis à la retraite. Donc, j'ai un cabinet par lequel on agit. C'est normal. On a même les élections qui sont lancées là. La formation est déjà lancée. Bon, on reprend.
91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons déjà un premier auditeur en ligne à l'FM. Allô? Oui, allô, bonjour. Mas Dadido Gomé, bonjour. Bonjour à vos deux invités. Bonjour, Oui, bonjour, Max. Merci. Bon, est-ce que je ne peux pas différencier vos invités? Les questions que je vais poser vont désigner celui à qui je le pose. D'accord. Bon. Est-ce qu'une compétence des élus veut dire que les candidats doivent être des diplômés spécialisés ou seulement des lettrés? Qu'en est-il des non-lettrés? Doit-on refuser la candidature des non-lettrés? Et pour un peu plagier l'un de vos invités, est-ce que les non-lettrés sont des crapauds à qui on veut apprendre à monter un être candidat, tel que je vois les choses dans mon pays, ce n'est plus pour rendre service, mais c'est du business. Deuxièmement, pourquoi les élus du peuple, que sont les maires, les députés et ceux des régions, doivent dépendre d'un ministre qui, lui, est nommé par le président de la République? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Allô? Michel, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour les invités. Bonjour. Moi, je crois que nous devons vraiment chercher à être pragmatiques. En ce moment où les ressources deviennent de plus en plus rares, difficiles à avoir, pour pouvoir sécuriser les populations. Mais les gens ont déjà fait ces gens d'élections ailleurs. Ils ont payé le Sénat. Ils ont vu que c'est budgétivement. Et c'est maintenant que le monde s'amuse, non seulement vouloir créer cette Sénat-là, en augmentant le nombre de députés. Mais au fait, qu'est-ce qu'on cherche pour les citoyens? Est-ce qu'on cherche le bien-être des citoyens ou bien on veut tout simplement créer un système administratif aux citoyens? Et maintenant, à quoi qu'est-ce que cela rapporterait, ce système administratif? Si nous sommes bien subdivisés en conseillers, en région ou en commune, tout ça là, donc le pays va avancer. Mais il faut qu'on pose les vrais problèmes et les réels problèmes du pays. Qu'est-ce qu'on veut pour notre société? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 pour le 96 61 58 58. On peut toujours prendre deux auditeurs. Alors, docteur, vous avez suivi notre premier auditeur, Masdad, depuis Adido Gomé, qui vous demande, quand on parle aujourd'hui de la compétence des élus, est-ce qu'il faut des diplômés spécialisés ou seulement des lettrés? Alors, c'est ce que je disais, il faut donner la chance à tout le monde, lettré ou illettré, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, en réalité, c'est un conseil régional qui travaille, ce n'est pas une personne. Donc, vous pouvez ne pas être lettré, être le président du conseil, mais vous avez des techniciens autour de vous. Il ne faut pas qu'on perde de vue aussi cela. Vous voyez, donc c'est un conseil régional qui sera élu, qui va faire le travail. Donc, forcément, il y aura des gens qui ne sont pas lettrés, mais qui maîtrisent un certain nombre de réalités de la localité et des techniciens aussi qui maîtrisent la technique. Donc, comme je viens de le dire, la chance est donnée à tout le monde, pas forcément à ceux qui sont lettrés. Alors, avant que vous n'interveniez, nous avons notre auditeur. Dans FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est M. Razak. Allô? Mawena depuis Adido Gomé. Ok, allez-y. Moi, j'aimerais poser une question sur le base. Oui. Moi, je voudrais me demander si la défense est complète pour la faire. Allô? 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 Monsieur Mawena, est-ce que vous appelez sur le 96 ou le 91? 96. S'il vous plaît, raccrochez et rappelez sur le 91 parce que j'ai vraiment du mal à vous recevoir. Toutes nos excuses. Oui, monsieur Aboudabi, avant que monsieur Mawena ne nous revienne. En réalité, qui parle de compétences, il ne faut pas mélanger ça avec lettré ou illettré. Quand on parle d'une compétence est toujours dans un domaine donné. Parce que lorsque vous prenez les compétences propres, par exemple, vous aurez une qualité de culture. Toute économie qui oublie la culture du milieu ne peut pas évoluer.
Et on ne peut pas aller cibler là-bas que compétence, là, il faut être docteur. Non. Compétence se définit toujours par rapport au domaine dans lequel vous voulez évoluer. Donc, le truc de crapaud dont j'ai parlé, c'est vraiment péjoratif. Ce n'est pas une affaire de aller à l'école ou n'est pas aller à l'école. Compétence n'a rien à voir avec ça. Alors, nous avons un autre auditeur en ligne. FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, d'accord, allez-y, Mawena vous écoute. J'aimerais poser une question. Oui. J'aimerais me demander, est-ce que c'est la décentralisation au Togo, là, c'est ça même la décentralisation? Est-ce que les maires, nos élus, là, ils sont les maires pour faire le travail? Je pense que ce n'est pas la décentralisation qu'on fait ailleurs, c'est ça qu'on met toujours la particularité togolaise des albums. C'est pourquoi? Merci beaucoup. Merci beaucoup à M. Mawena. 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, M. Agoudavi, Mas Dadido Gometouzo qui vous demande pourquoi les députés, les maires dépendent d'un ministère, d'un ministre qui est choisi par le président de la République. Les députés. Il parle des maires plutôt, des maires et puis les élus régionaux qui doivent dépendre du ministre en charge de la décentralisation. Non, c'est des définitions. Une tutelle, c'est une tutelle. Comme Max vient d'une famille, je ne pense pas qu'on pourra couper le nom de son père, de sa vie, quel que soit là où il se retrouve. Son papa est son papa. Donc, c'est toute une organisation. Un État est organisé. Quand on parle de tutelle, la tutelle a ses compétences, ses domaines de compétences, où il va agir. Raison pour laquelle il va parler de la légalité même des décisions qui sont prises là-bas. Parce qu'il y a l'unité de l'État. Quand tu es maire, cela ne veut pas dire que tu es indépendant, tu es autonome. Et en étant autonome, il faut savoir que tu es redevable. Redevable envers le pouvoir central. Sous quel plan? Raison pour laquelle on parle de cette tutelle-là. Ce n'est pas que le ministre de l'administration territoriale va venir dicter ce qu'il va faire là-bas. Mais doit contrôler quand même que est-ce que c'est en harmonie avec les textes de la République. Il ne faut pas que quelqu'un agisse ici à Lomé, que moi je suis maire à Lomé et que l'autre est à Dapaon. Moi aussi je fais comme on veut. Tous doivent se soumettre à un test. C'est dans ce contexte-là qu'on parle de la tutelle. Alors, docteur, avant que vous ne réagissiez sur la même thématique, nous avons notre auditeur en ligne. NFM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Non, je suis à votre porte. Je pense que l'auditeur s'est trompé. Alors, docteur, par rapport à la question de Massa, rejoint pratiquement celle de M. Mawena qui parle de la particularité de la décentralisation au Togo. Oui, je vais dans le même sens que le grand frère. En fait, juridiquement, le Togo était un État unitaire. Un État unitaire, centralisé, mais qui fait de la décentralisation. C'est quoi un État unitaire? C'est que la souveraineté n'est pas partagée. D'accord? La souveraineté est au niveau central. Mais pour pouvoir permettre aux régions communes d'être développées, comme le grand frère l'a dit, il y a des réalités culturelles, sociales et tout. Donc, pour pouvoir permettre à ces collectivités-là d'être décentralisées, on fait ce qu'on appelle l'autonomisation, qui n'est pas l'indépendance. Sinon, le territoire sera divisé alors. D'accord? Donc, dans n'importe quel pays, même la France qui est un État unitaire, les mairies, les collectivités ne sont pas indépendantes. Elles sont juste autonomes. Et il y a quand même un petit contrôle du ministre de tutelle. Ce n'est pas une particularité du Togo. C'est dans n'importe quel pays, notamment la France, dont nous nous inspirons. Michel, qui parle de la rareté des ressources, mais qui parle également du fait que le Sénat soit budgétivore. Alors, ce que je disais au début, chacun est libre de donner son point de vue, mais il faut qu'à un moment donné qu'on soit un peu pragmatique. Dans les pays où il y a le développement, le pouvoir central ne connaît pas toutes les réalités au niveau décentralisé. Il faut des gens à ce niveau pour porter le développement.
Et donc, qu'on le veuille pas, à un moment donné, si on veut aller à un développement effectif, il faut la décentralisation. Et c'est pour ça que je parle d'une décentralisation en marche. Ce n'est pas encore parfait. C'est le début, il y aura des égarements, des errements, des difficultés, des faiblesses. Au fur et à mesure, les choses vont se corriger. Donc, ce n'est pas que rien ne se fait. Mais je crois quand même qu'il y a les maires qui sont là ont quand même appris des leçons qui vont améliorer dans la pratique. Oui, Michel, vous avez ajouté quelque chose. Oui, vous savez, avec ce qu'on dit, le budgétivore et autres là, par exemple, les conseillers, que ce soit au niveau municipal, au niveau régional, n'ont pas un salaire. En réalité, c'est un travail gratuit. C'est le président, le gouverneur ou président de région, son adjoint et autres qui auront des indemnités. Et tout ce qu'ils vont faire là-bas, c'est pour réellement détecter les compétences propres. Parce que c'est le premier élément de toute bonne décentralisation. Ce premier élément-là, notre milieu-là, qu'est-ce qui existe que nous pouvons exploiter, qui peut nous amener de l'argent? C'est le tout premier élément. Et la seconde question, qui va nous aider à pouvoir exploiter ça? On passe aux élections. Avec quel système nous allons exploiter ça? On parle des organes. Et à chaque niveau, ça a ses prérogatives. Donc, si vous-même vous produisez, vous n'allez pas vous dire que vous n'allez pas faire de dépenses. Vous allez faire des dépenses. Mais taxer immédiatement que c'est budgétivore, c'est parce que tous les maires, les conseillers régionaux, par exemple, vont attendre que l'État n'a qu'à leur amener de l'argent pour gérer. En réalité, décentralisation, ce n'est pas rester pour que l'État amène de l'argent. Il faut faire la promotion des entreprises, tout ça là dans le milieu. La fonction production est très importante en matière de décentralisation. Alors, docteur, quel sera l'apport de la population? Quel doit être le rôle ou la responsabilité des citoyens? Alors, la responsabilité des citoyens doit être une responsabilité citoyenne, une parfaite tautologie. Vous voyez ce que le doyen est en train de dire, c'est qu'il faut pouvoir développer le milieu. Alors, si vous élisez des représentants et qui ne font pas vraiment le développement de la localité, aux prochaines élections, vous les sanctionnez, vous ne les choisissez plus. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit en réalité le compte que les représentants des localités rendent à l'État, ce n'est que administratif. Les vrais comptes sont rendus au peuple, aux citoyens, à la population. Et donc, les citoyens sont un peu comme des veilleurs. Si on voit qu'un maire ne fait pas son travail, aux prochaines élections, on l'attend. Il sera sanctionné par des votes qui n'iront pas à sa faveur. Donc, je crois que c'est ce travail de veille que les citoyens doivent également jouer. Alors, nous avons un autre auditeur en ligne. FM, allô? Allô? Oui, allô, ni le coucou, bon. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs peuvent continuer par nous appeler dans ce débat. Alors, comment amener les populations à contribuer? Parce que vous l'avez si bien dit, il ne faut pas forcément attendre l'État central. Comment amener les populations à savoir que c'est grâce à elles qu'il faut développer le milieu? Oui, tout dépendra de ces genres d'initiatives, la communication sur la décentralisation, les formations citoyennes sur les places publiques, etc. Tout dépendra aussi de la stratégie de chaque commune, vous voyez, puisque l'idée à terme, c'est que les communes ne dépendent plus financièrement de l'État. C'est en fait ça l'idéal, qu'ils soient vraiment autonomes, exploiter les atouts du milieu, comme on le dit. Donc, il faut une stratégie, il faut que les gens aussi comprennent, parce que des fois, c'est l'incompréhension de ce qui se fait qui amène les gens à avoir des appréhensions, des préjugés, etc. Donc, il faut déjà une communication sur ce que c'est que la décentralisation, quel est le rôle du citoyen, qu'est-ce que le citoyen peut faire, comment développer les milieux, etc.
Alors, quand un auditeur pense que c'est la coloration politique qui ralentit un peu la chose, parce que chaque élu local est obligé d'aller rendre compte à son parti politique ou à son mouvement ou à son groupe, et là, ce n'est plus l'intérêt du peuple qui est mis en premier, mais c'est plutôt l'intérêt du parti. Je ne sais pas si vous faites la même analyse de la chose. Oui, alors c'est son analyse de la chose. C'est pour ça que je dis que quand on ne comprend pas, il y a toujours des préjugés, il y a des appréhensions. Une chose est certaine, si une commune se gère comme ça, aux prochaines élections, ils seront sanctionnés par le vote du peuple. Maintenant, ce que je voudrais aussi préciser, c'est que il faut qu'on comprenne qu'un représentant ce n'est pas un mandat impératif qu'il a. Ça, il faut que les gens comprennent. Quand vous élisez un maire, un député, un conseiller, des élus locaux, tout simplement, le mandat qu'ils ont, ils ne vous représentent plus, ils représentent, enfin au niveau législatif, ils représentent la nation. Mais très souvent, les gens veulent qu'ils viennent leur rendre compte directement. Non, c'est pas comme ça que les choses se passent. Mais une chose est certaine, c'est que c'est une nouvelle expérience. Il y aura toujours des égarements. Et donc, avec le temps, avec une bonne communication citoyenne, je crois que la machine va vraiment prendre. Alors, M. Agoudavi, je sais que vous avez déjà travaillé avec plusieurs mairies. Est-ce que ça constitue toujours un problème où la coloration politique bloque un peu les choses? C'est pour cela que moi, je l'avais dit au départ, que le poids politique dans ces élections-là, nous, en tant qu'acteurs sur le terrain, ne nous arrange pas. Et cela fait en sorte que des gens qui sont réellement compétents, par exemple dans le milieu, et qui connaissent bien les domaines de compétences qui sont dévolus, ne sont pas choisis. Et c'est les premiers critiqueurs. Et au lieu d'accompagner, ils n'accompagnent pas. Et raison pour laquelle je reviens toujours sur la notion de la population. La population n'agit pas en termes d'individus. Lorsque vous avez, par exemple, la société civile, au Togo, la société civile ne connaît pas son domaine d'activité. Alors que c'est la société civile, le rôle est donné à la société civile d'agir. Si la décentralisation va vraiment marcher au Togo, c'est le rôle de la société civile qui, connaissant bien ces domaines de compétences, pour agir sur ces conseillers, que ce soit municipaux, que ce soit régionaux. Bon, c'est la société civile qui doit être le poids, puisque c'est la société civile qui représente la population. Pour que l'on ait l'efficacité. L'efficacité, c'est quoi? C'est pour l'usager. Celui qui utilise les actions que vous avez menées, le produit que vous avez, c'est l'usager qui apprécie ça. Et qu'il y a les termes de référence pour qualifier ce qu'on appelle efficacité. La société civile doit être formée à la matière. Il y a l'effectivité. Est-ce que ce qui est prévu là, est-ce que c'est fait? Toute la population doit voir. Et le troisième élément, l'efficience. Le contribuable a besoin du retour de ce qui est fait. Quand j'ai contribué, j'ai payé les impôts. Comment l'impôt est utilisé? Le contribuable est très regardant. Et tout ça là, ce sont des thèmes que les différentes associations, ONG, tout ça là, dans les milieux locaux, doivent aller à cette école-là pour avoir les mécanismes afin d'exciter ces conseillers municipaux ou régionaux à bien travailler. C'est comme ça le truc que se passe. Mais lorsque on laisse et on va seulement au niveau des critiques, que ce n'est pas fait, alors que dans les tests, tout citoyen peut aller à la mairie, peut aller au niveau de la région et demander le budget. Le budget là, je veux copie. Tout citoyen est qualifié pour aller demander qu'est-ce que vous en avez fait.
le compte administratif, les rapports que vous avez faits, tout citoyen a le droit. Et ce n'est pas la société civile qu'on doit réellement faire ça. Quand vous travaillez et que vous n'avez personne pour vous contrôler, vous allez travailler n'importe comment. Mais le mécanisme doit être fait comme ça. Allons à cette école. Mon frère l'a toujours déjà dit, allons à l'école là, fonçons dans ce qui doit être fait et progressivement, je pense que ça peut aller. Docteur, vous voulez compléter? Oui, je partage l'avis du grand frère. En fait, l'un des problèmes que nous avons dans notre société, c'est beaucoup de critiques et pas d'action, ou peu d'action. C'est-à-dire, la décentralisation doit être accompagnée de la démocratie participative, comme il le dit. Aller à la recherche de l'information. Ok, nous, citoyens, nous sommes là. Par le biais d'associations, la société civile. Qu'est-ce que vous faites? On veut comprendre. Les indicateurs, efficience, efficacité, effective. Mais quand les gens ne vont pas à la recherche d'informations et ils critiquent, ça n'avancera pas. Donc, il faudrait déjà un changement de mentalité au niveau même de communes, des régions, pour que vraiment on puisse pousser la décentralisation. Il faut un contrôle quand même de ces élus-là. Et que ce soit un contrôle, pas politique, mais un contrôle concret. Voilà. Vous voyez, donc il faut vraiment que nous allions tous à l'école de la décentralisation, en tant que citoyens, en tant qu'élus, en tant que société civile, ONG, etc. Alors, quand vous allez à la mairie et que souvent les informations, vous n'avez pas gain de cause, vous ne pensez pas que il faut que les maires également soient formés? Parce que souvent, vous appelez, en tant que journaliste, vous appelez le maire ou le chargé de communication de la mairie pour avoir quelques informations. Pendant 2 semaines même, personne ne vous appelle pour vous donner le conseil. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, que les maires aussi soient formés à cet effet? Oui, bien sûr. Lorsqu'on parle de formation, c'est d'abord les premiers acteurs formés, parce que s'ils ne connaissent pas leurs droits et devoirs, il y a un problème. Donc, je crois que le grand frère l'a dit, ils ont fait beaucoup de formations sur le terrain. Il faut maintenant qu'avec la mise en place des régions, que cela soit accentué, que tous les acteurs, à tous les niveaux, connaissent leurs droits et devoirs dans la décentralisation. Monsieur David, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, justement, c'est les premiers à être formés. Mais nous avons le management même de ces communes. Il y a un rôle administrateur, un rôle manager, un rôle acteur. Tout ça là sont la formation qu'on donne aux maires. Les différentes techniques qui doivent leur permettre de faire quoi, de mieux gérer ces communes-là, ne peut pas être la même chose qu'on donne aux acteurs, ceux qui sont des exécutants. Donc, c'est des formations vraiment ciblées que les maires doivent recevoir et que les conseillers régionaux également doivent recevoir. Et je pense que des mécanismes sont même déjà mis en marche, hein. En tout cas, le ministère ne croise pas les bras. Au moment où on a lancé, on veut faire élection là, on a déjà même lancé les avis à manifestation de ces formations-là. Vous voyez, donc ça, aussitôt élu, il y aura des formations. Alors, docteur, un mot en guise de mot de fin. Alors, en guise de mot de fin, je crois qu'il faut qu'on prenne à bras le corps ce développement local, ces décentralisations, tant au niveau des communes que des régions, à bras le corps, et que chacun joue son rôle à son niveau, en tant que citoyen, en tant que société civile, ou membre de la société civile, et même en tant qu'élu. Il faut que chacun joue son rôle pour que tout l'ensemble, tout le système là puisse prendre. Et voilà, donc c'est ce que je peux dire. J'invite tout le monde à jouer son rôle. Monsieur Aboudavi, votre mot de fin? Oui, je dirais tout simplement que ma chose n'est pas notre chose. Et il faut que, en tant que citoyen, que nous comprenions ces notions-là. Comment, moi, je pense que ça doit être. Il faut que je change de mentalité pour dire comment ça doit être pour nous. Et c'est ensemble qu'on peut réussir. Et que les partis politiques ne nous divisent pas. Que les idéologies politiques ne nous divisent pas. Mais que nous regardions correctement les intérêts de notre milieu. Et notre cadre de vie sera mieux assaini pour que la décentralisation puisse apporter ses bénéfices
à toutes les populations. Nous disons merci au docteur Kodjo Junior, enseignant à l'Université de Lomé. Merci également à M. Kossi Ekpe Agoudavi, expert en finances locales. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Merci à Nestor qui a assuré la mise en onde. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes. Merci beaucoup. Docteur Roda, interview.